Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale sur Boursorama. On est sorti de notre studio à Boulogne pour venir ici à Paris, Porte de Versailles, au Mondial de l'automobile pour les 120 ans du salon, à la rencontre des grands patrons du secteur. Notre invité aujourd'hui, c'est Carlos Tavares, le président du directoire de PSA. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci de nous accueillir, ça va? Mon plaisir, ça va très bien, merci beaucoup. Bien, on va parler avant. Juste de parler de ce que vous avez fait hier soir, je sais ce que vous avez fait hier soir, vous étiez à l'Elysée, mais juste, c'est un peu l'attraction là aujourd'hui, ce concept car e-Legend, ça nous rappelle un peu la 504, là, le coupé, non? Je me trompe? Ouais, c'est vrai que c'est un succès retentissant. C'est-à-dire que cette Peugeot e-Legend est quelque part l'expression de la créativité de nos équipes, à la fois en design et en ingénierie. C'est une vision futuriste d'un coupé qui sera à la fois électrique, autonome et qui procure du plaisir de conduite et dans le même temps qui vous rend du temps de qualité dans la voiture pour faire autre chose que conduire. Donc vous avez le choix, soit vous avez le plaisir de la conduite, soit vous avez un habitacle à l'intérieur duquel vous pouvez utiliser un énorme écran pour regarder un film, discuter avec votre famille, avec vos amis. Et donc, ça sera quand sur les routes ça? Pour l'instant ce n'est pas décidé, c'est l'expression de la créativité. Dans un monde idéal, ça serait quand ça sur les routes? D'abord, il faudrait démontrer qu'il y a des clients pour la voiture. Ça commencerait par ça. Ce qui évidemment pose la question de savoir qui serait aujourd'hui prêt à faire un premier versement pour investir dans le développement de cette voiture qui pourrait peut-être un jour être proposée à nos clients. Mais en tout cas, versement de combien? C'est quoi? On est sur quel montant? C'est pas défini, mais pour vous donner un chiffre, de l'ordre de 10 000 € pour commencer. Ce serait ça l'ordre de grandeur. Donc vous voyez que c'est un objet qui exprime toute la créativité futuriste de nos équipes et qui dans le même temps fait un clin d'œil évidemment à la 504 coupé des années 60. Et on voit bien que ce mélange de ce clin d'œil et la modernité des lignes qui sont ici affichées, le tout avec une plateforme 100% électrique, véhicule totalement autonome avec un volant escamotable, un écran qui prend tout l'espace du tablier de la voiture, c'est quelque chose d'assez prodigieux. Autonomie de niveau 5 là. Voilà, exactement, niveau 5 dans notre roadmap de véhicules autonomes. Alors je sais que vous étiez hier soir, Carlos Tavares, vous étiez à l'Elysée, convié avec beaucoup de grands patrons du secteur automobile par le président de la République. Quel message il avait à vous faire passer, le président? Et vous aussi, quel message vous aviez envie de lui faire passer? Vous avez raison, les messages étaient croisés. Vous avez tout à fait raison, c'était pas unilatéral. C'est mieux. Le président nous a fait part de son désir d'accélérer la transition énergétique et de mettre l'industrie automobile à contribution de cette accélération vers de la mobilité totalement propre. Et l'industrie automobile et notamment l'association des constructeurs européens que j'ai le privilège de présider en ce moment, nous lui avons fait part évidemment de la ligne de crête sur laquelle il faut être capable de se déplacer pour à la fois concilier cette accélération que nos concitoyens appellent de leur vœu et dans le même temps le fait qu'une accélération de cette transition peut présenter des risques sur la compétitivité de l'industrie automobile européenne. Et ça c'est votre message? Ça c'est votre message? C'est un message parmi d'autres et des risques sur la dépendance de notre industrie automobile européenne vis-à-vis du monopole des Asiatiques sur la fourniture des batteries. Et tant que nous n'avons pas aujourd'hui concrétisé la création d'un champion européen de la batterie, comme cela a été proposé, mais pas encore. Mais ce n'est pas illusoire sur cette technologie, il ne faut pas attendre le saut technologique suivant? C'est ce qui va de facto se produire, car cette décision-là que nous prenons actuellement, elle aurait dû être prise il y a 10 ans. Et donc c'est clair qu'on sera prêt, ou l'industrie sera prête pour les batteries dites solides des années 2028-2030. Et d'ici là, une très forte accélération de la transition énergétique vers des véhicules purement électriques peut mettre notre industrie en situation de forte dépendance vis-à-vis des fournisseurs de batteries asiatiques. Et ceci a une conséquence très concrète pour nos concitoyens, c'est que soit il y a une poussée inflationniste du prix de ces batteries et la mobilité propre devient élitiste, inabordable, ce qui n'est évidemment pas l'objectif à atteindre, soit nous avons un problème avec la rentabilité de ces véhicules-là, et à ce moment-là, on débouche sur de la restructuration de nos entreprises, ce qui n'est pas non plus l'objectif à atteindre. Donc il y a une ligne de crête, et nous avons passé un peu de temps à expliquer au président comment nous voyons cette ligne de crête et à quelle vitesse est-ce qu'il faut progresser pour à la fois
respecter l'attente de nos concitoyens en termes de mobilité propre et dans le même temps protéger la compétitivité future de notre industrie. Ce président, il est considéré comme étant pro-business. Est-ce qu'il est suffisamment pro-automobile, le président de la République, dans la politique qui est conduite par le gouvernement? Écoutez, en tout cas, nous n'avons pas vu dans les échanges d'hier une quelconque volonté de restreindre l'usage de l'automobile en tant que fantastique instrument de liberté de mouvement. Nous pensons que la liberté de mouvement est une partie essentielle de nos démocraties. Nous n'imaginons pas être limités dans notre capacité de mouvement et même pas limités par notre pouvoir économique. On n'imagine pas que la liberté de mouvement soit dépendante de la richesse de chacun des citoyens. Donc il n'a donné aucun signe de vouloir aller dans cette direction. Il a simplement essayé d'exprimer le fait que pour que l'automobile continue d'être ce fantastique instrument de mobilité et de liberté de mouvement qu'il a été au cours du dernier siècle, il faut évidemment le rendre tout à fait compatible avec les attentes des sociétés dans lesquelles nous opérons. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Il s'agit maintenant de définir la vitesse à laquelle il faut avancer pour se déplacer sur cette ligne de crête. Bon, et c'est bien, vous avez parlé de l'avenir, mais vous avez parlé du présent, notamment de la limitation, de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Vous lui avez dit ce que vous en pensiez, ce qui n'était peut-être pas très bon pour votre business? Non, il n'a pas abordé cette question-là. Et personne autour de la table a osé en parler? Personne n'en a parlé, peut-être qu'on a considéré que ce n'était pas le sujet du soir, je ne sais pas, mais non, cette question-là n'a pas été abordée. Bon, vous lancez, PSA a annoncé se lancer dans l'hybride rechargeable avec fin 2019 une DS7 Crossback. Si j'ai bien compris, l'idée c'est de ne pas louper le coche de cette technologie qui est très prometteuse, là où, pardon, mais Renault et PSA n'ont pas spécialement brillé dans l'hybride simple. Il ne faut pas louper le coche maintenant? L'hybride rechargeable sur base de motorisation essence représente aujourd'hui le meilleur de l'ensemble des mondes technologiques qui sont à notre disposition, puisqu'en fait, nos consommateurs ils sont confrontés à des choix de restriction de liberté de mouvement qui sont très clairs. Pour aller au centre-ville, là où éventuellement ils habitent, ils ont besoin d'objets qui soient zéro émission. Donc ils doivent être en mode électrique pur lorsqu'ils franchissent par exemple le périphérique. Et donc ils ont besoin d'un véhicule qui puisse se déplacer en centre-ville en mode électrique pur pour être zéro émission. Et ils ont besoin, quand ils quittent la ville et le milieu urbain, d'avoir une autonomie qui soit compatible avec les grands trajets qu'ils ont envie d'effectuer avec leur famille ou avec leurs amis. Et donc la technologie aujourd'hui qui permet de concilier 500 km d'autonomie sur route et autoroute d'un côté et 50 km d'autonomie en mode électrique pur, zéro émission, c'est évidemment l'hybride rechargeable et c'est la raison pour laquelle PSA lance aujourd'hui ici au mondial cette technologie. Parce qu'il y a une vraie appétence ou parce qu'il faut y aller aussi un peu à marche forcée? Parce qu'il y a une demande. Évidemment, les clients qui sont en mesure de pouvoir acheter ce type de véhicule, ils achètent la liberté de mouvement et le meilleur de tous les mondes, puisqu'ils peuvent à la fois accéder au centre-ville en mode électrique et avoir une autonomie qui leur permet de voyager sur des distances importantes avec leurs amis et leur famille. Donc c'est véritablement la technologie aujourd'hui qui représente quelque part le couteau suisse. Elle permet d'accéder à l'ensemble de ces attentes. Si vous voulez du mode électrique pur, vous pouvez. Vous serez dans le marché d'aujourd'hui limité à peu près à 300 ou à 350 km d'autonomie. Vous pouvez aussi, mais vous serez limité par la capacité à faire un voyage d'une seule traite, évidemment à cette problématique-là. La DS7, donc encore une fois Crossback, c'est pour 2019. Quels sont sinon Carlos Tavares, les best-sellers chez PSA que vous allez bientôt sortir pour le coup en hybride ou en hybride rechargeable? Ils sont tous ici. Ils sont tous là? Le mondial de l'automobile 2018 est pour le groupe PSA le début d'une offensive produit électrifié qui est sans précédent, puisqu'elle démarre maintenant. Elle a pour objectif... Ça sera en concession, pardon je vous coupe, ça sera en concession là? Ça sera en concession début 2019. Tous les best-sellers tout ce que je vais vous citer là seront en concession en 2019. Et donc je vais vous citer les véhicules. Nous avons évidemment la DS7 Crossback e-Tense, qui est un véhicule hybride rechargeable 4 roues motrices 300 chevaux. Donc un véhicule de luxe très haut de gamme de la marque Premium DS, qui exprime toute la maîtrise technologique du groupe PSA et également tout l'artisanat et toute la sophistication du luxe à la française, et c'est très important de le comprendre. Nous avons la DS3 Crossback e-Tense, qui est le lancement de notre plateforme électrique multi-énergie qui permet d'avoir un SUV compact d'une marque premium.
Vous avez évidemment la 508 berline qui est déjà en vente, la 508 break qui va être bientôt mise en vente avec là aussi la technologie hybride rechargeable. Donc quasiment tous les best-sellers, encore une fois, du groupe. Et j'oubliais la Citroën C5 Aircross également qui sera dotée de cette technologie hybride rechargeable. Donc vous voyez que c'est un grand moment de lancement de l'offensive produit électrifié du groupe PSA qui démarre maintenant et qui va nous conduire d'ici 2025 à ce que 100% des modèles des 5 marques automobiles du groupe PSA 2025 intègrent une version électrifiée sur l'ensemble des offres clients. On parle de l'hybride rechargeable, l'électrique aussi évidemment. On a Carlos Ghosn qui nous dit d'ici 2022, les ventes en électrique, ça sera 10% de nos ventes. Est-ce que vous aussi, vous pourriez dire, voilà, fixer un cap, un objectif, Carlos Tavares? Moi, je considère qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de faire ce genre de prédiction. Je pense que... Il a fait ça au doigt mouillé? Ça, il faut lui demander. Pour ce qui me concerne et pour ce qui nous concerne chez PSA, nous avons juste considéré que c'était extrêmement difficile de faire une prédiction sur le mix de vente entre l'électrique pur, l'hybride rechargeable, l'essence et le diesel. Chez PSA, c'est le client qui décide. Et donc, comme c'est le client qui décide et que nous voulons lui laisser la liberté de décider, nous nous sommes organisés pour concevoir des plateformes multi-énergie où sur la même ligne de montage, nous pouvons monter un véhicule avec un moteur essence, puis un véhicule avec une motorisation. C'est inédit C'est en tout cas une particularité de notre approche technologique que d'être parfaitement flexible vis-à-vis des évolutions de la demande du marché, des décisions qui seront prises par nos clients. Nous ne voulons pas nous substituer aux décisions de nos clients. Nous sommes ici pour assurer leur liberté de mouvement sur la base de leurs décisions et c'est pour ça que nos plateformes multi-énergie, que ce soit pour les véhicules compacts comme pour les véhicules plus haut de gamme, constituent un atout stratégique très important car nous pouvons nous adapter de manière très flexible aux demandes du marché. Alors justement, le marché, il y a PSA, mais il y a aussi ses concurrents. On a il y a quelques jours Carlos Tavares, BMW qui a émis un avertissement sur ses résultats. Il y en a eu d'autres, vous avez suivi évidemment cet été. On a eu Daimler, Fiat, Ford, General Motors. Il y a beaucoup d'experts, après les experts ils peuvent se tromper, mais ils disent quoi? Ils disent en gros, le marché automobile mondial, en Chine, aux États-Unis, ça ralentit et peut-être qu'à l'avenir, il sera moins porteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment dire que le marché automobile mondial montre, on va dire, des signes d'essoufflement qui sont incontestables? On le voit en Chine, on le voit aux États-Unis. Ce que je peux vous dire sur ce point, d'abord, c'est que sur le premier semestre 2018, la marge opérationnelle de Peugeot Citroën DS, 8,5, elle a été supérieure à la marge opérationnelle des groupes premium allemands. Oui. Pour ceux qui ont connu les situations difficiles du groupe PSA il y a 5 ans, c'était quelque chose qui était difficile. Il faut que ça dure après. Il faut que ça dure, mais il faut que ce soit de toute façon compétitif par rapport aux autres. Parce que nous sommes dans un jeu compétitif. Ce qui compte, c'est être capable d'être dans un jeu sélectif où vous êtes meilleur que les autres. Et c'est ça finalement le point le plus important. Il est évident que nous aurons devant nous des événements éventuellement difficiles, une géopolitique tendue, éventuellement des fluctuations des marchés, ça peut arriver. C'est pas la fin du haut cycle du marché automobile, pour dire les choses simplement? Pas nécessairement, en tout cas, ce n'est pas la fin des opportunités. Et ça, c'est très important de le comprendre. Nous sommes dans un marché qui est très sélectif. Nous avons évidemment devant nous de multiples défis. Les entreprises qui seront capables de faire face à ces défis tireront leur épingle du jeu, pourront saisir des opportunités qui sont pour eux des opportunités alors que pour d'autres ce sont des risques, parfois des risques qui pourront les mettre dans des situations extrêmement difficiles. Et donc ce qui nous importe chez nous, chez PSA, c'est d'être en mesure de faire face à ces opportunités et être dans une parfaite santé financière, que ce soit au niveau des bilans comme des comptes d'exploitation, pour pouvoir éventuellement saisir ces opportunités. Et aussi donc être en ordre de bataille pour affronter éventuellement une conjoncture qui serait moins favorable. PSA est en ordre de bataille aujourd'hui? PSA n'a pas cessé depuis 5 ans d'abaisser son point mort de marge opérationnelle. Malgré tous les succès que vous êtes des maniaques de la performance, j'ai vu ça. Psychopathe de la performance. Oui, c'est vous qui l'avez dit ça, psychopathe Absolument. De la performance. J'ai bien aimé la formule. Absolument. Parce que nous n'arrêtons pas de travailler sur la performance pour une raison très simple. C'est que nous avons avec nos partenaires sociaux un point de consensus qui est très fort. C'est le fait que seule la performance protège. Tout le reste, c'est la démagogie. La démagogie dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est un cancer. Et donc, si nous avons un point de consensus avec nos partenaires sociaux et avec nos collaborateurs sur le fait que seule la performance protège, nous sommes tous alignés dans la même direction. Et donc nous allons continuer à travailler pour pousser cette performance, ce qui se traduit par un abaissement du point mort de la marge opérationnelle de l'entreprise, ce qui permet à l'entreprise d'être en situation d'encaisser toutes les fluctuations éventuelles du marché et de sortir gagnante
d'un jeu sélectif par rapport aux autres constructeurs automobiles. C'est intéressant sur la marge, il y a évidemment tous les analystes regardent ça. Cette marge qu'on a eu record, et c'est vrai que vous avez raison, on oublie il y a quelques années PSA qui était au bord de la faillite, 8,5% de marge au premier semestre, c'est très très bien. Est-ce qu'on se dit que c'est un heureux accident qui n'a pas vocation à se poursuivre, ou est-ce que ça y est, c'est la nouvelle norme chez PSA 8,5% de marge, ou est-ce que ça tendra vers la moyenne du secteur, ou votre objectif, vous l'avez dit, c'est de toujours faire mieux que les autres finalement, faire mieux que les rivaux ou les petits copains? C'est une conjonction de deux facteurs. D'abord, un facteur simple qui évidemment est vérifiable, c'est que nous sommes très au-dessus de la recommandation que nous avons faite au marché et donc de la guidance que nous avons donnée au marché. Et donc de ce côté-là, n'attendez pas de la part du groupe PSA de profit warning, pour faire simple. Nous sommes très au-dessus de cette valeur de référence. Le deuxième élément, c'est que les investisseurs reconnaissent en PSA une équipe de sportifs, une équipe qui cherche toujours à tirer le maximum des situations auxquelles nous sommes confrontés. Ces situations, elles peuvent être porteuses, elles peuvent être éventuellement moins porteuses, mais en toutes circonstances, vous avez une équipe de management et une équipe chez PSA qui cherchent à maximiser la performance, quelle que soit la recommandation. C'est compliqué de dire, voilà, effectivement, aujourd'hui, la nouvelle norme chez PSA de marge, c'est 8,5%. On y est pour plusieurs trimestres. Je ne crois pas qu'il y ait présomptueux de dire ça. Je ne crois pas qu'il y ait une seule industrie dans pas le monde aujourd'hui pas à 5 ans, mais dans les prochains trimestres. où vous puissiez parler de normes de rentabilité. Je ne crois pas que ça existe vraiment. Il y a des fluctuations, il y a des hauts et des bas. Je ne crois pas que vous puissiez le faire. En tout cas, nous nous sommes engagés auprès de nos investisseurs à mettre à jour notre recommandation lors de la présentation des résultats annuels 2018, c'est-à-dire en février 2019. Pour la deuxième partie de notre plan stratégique Push to Pass, nous mettrons à jour notre recommandation et notre guidance au marché. Et là, vous verrez quelle est notre recommandation. Jamais PSA, Carlos Tavares, n'a vendu autant de véhicules au premier semestre de cette année. 2,2 millions, évidemment, on inclut dedans Opel. Qu'est-ce que vous répondez aux âmes chagrines? Il y a toujours des Cassandres qui vont venir vous dire que vous êtes trop centré sur le marché européen, 3/4 de vos ventes réalisées, et que la surexposition au marché européen, elle peut être dangereuse. En même temps, vous aurez beau jeu de leur répondre que, vu le contexte géopolitique un peu heurté, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, non? D'abord, il n'y a pas de mal à être européen. Je crois que c'est la moindre des choses. Pas être assez mondialisé, vous avez compris l'idée. Ça fait partie de notre stratégie que de devenir un acteur global. D'ailleurs, nous le sommes déjà. Je vous rappelle que nous vendons plus de 300 000 voitures en Chine, nous vendons 200 000 voitures en Amérique latine, nous vendons des voitures en Afrique, au Moyen-Orient, nous vendons des voitures en Eurasie. Donc nous sommes déjà un acteur mondial, mais nous voulons devenir encore plus mondial, notamment au travers de notre retour sur le marché américain. Et donc, être un acteur mondial ne signifie pas être aveugle par rapport aux opportunités que nous pouvons saisir en Europe pour justement financer notre déploiement à l'international. Et donc nous sommes, je crois, raisonnablement bien inspirés par le rachat d'Opel Vauxhall de tirer profit des moments positifs du marché européen pour quelque part générer une création de valeur que nous allons utiliser pour investir dans les nouvelles technologies et dans notre expansion à l'international. Donc est-ce que nous sommes opportunistes? Oui. Est-ce que nous avons de la chance? Oui. Et il n'y a pas de mal à ça. Bon. C'est intéressant parce que ça fait écho, ce que vous dites là, Carlos Tavares, à cette citation, je vous dis de qui elle sort, mais vous avez vite deviné. Quand un constructeur vend 3 millions ou 3 500 000 voitures par an, son objectif, c'est de grandir. Son obsession, c'est de grandir, même s'il dit l'inverse. Carlos Ghosn, aujourd'hui, aux Échos, est-ce que vous vous sentez visé? Est-ce qu'il a raison dans le fond? Cette course à la taille critique, au point mort, au gigantisme. D'abord, je ne me sens pas du tout visé, donc je vous mets tout à fait à l'aise là-dessus. Ensuite, je fais observer que lorsque nous étions une entreprise de 3 millions de voitures, que nous nous sommes redressés et que nous avons rapidement atteint des niveaux de free cash flow relativement impressionnants, puisque de mémoire, je crois qu'en 3 années, nous avons accumulé 8 milliards d'euros de free cash flow positif. Nous avons utilisé cette richesse pour acheter à nos concurrents qui s'appelaient Opel Vauxhall. Et les rentabiliser en quelques mois, après des pertes pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Donc vous voyez bien que le fait de viser des marges importantes vous permet à un moment donné de saisir une opportunité de croissance rentable par une acquisition qui est peut-être beaucoup plus rapide que le temps qu'il aurait fallu utiliser pour avoir une croissance organique. Et donc il n'y a pas de mal à être très rentable sur une taille donnée, ensuite utiliser la richesse créée pour aller éventuellement… Donc ce n'est pas une obsession chez vous de grandir Non, l'obsession chez nous, c'est d'être une entreprise absolument efficiente avec des marges respectables pour pouvoir financer notre développement technologique, notre développement produit
et notre développement géographique. C'est ça l'obsession, c'est être des psychopathes de la performance et réaliser que nous sommes dans un jeu sélectif et compétitif et que tant que nous serons en tête de peloton sur l'efficience, nous ne craignons rien parce que les premiers acteurs qui seront frappés par les moments les plus difficiles du marché ou par des objectifs en matière d'émissions particulièrement difficiles si vous n'avez pas la bonne technologie, eh bien c'est ceux qui sont à l'arrière du peloton qui seront touchés les premiers et nous serons en tête de peloton et c'est ça que nous cherchons à faire. Alors là, il y a la e-légende, mais il y a aussi la Peugeot 208 qui doit être quelque part évidemment sur un stand. Elle sera entièrement délocalisée en Slovaquie, vous confirmez ça? Nous avons déjà une très grande usine en Slovaquie, nous avons bien l'intention de l'utiliser pleinement. Ce ne sera pas la seule d'ailleurs, il y aura d'autres usines qui vont fabriquer cette voiture. Pourquoi? Parce que nos concitoyens, en Europe notamment, cherchent évidemment des équations avec énormément de valeur pour des prix extrêmement abordables. Et bien aujourd'hui, la seule manière pour atteindre cet objectif et donner satisfaction à nos clients, c'est effectivement d'avoir les productions dans ces usines-là. Ça veut dire que toutes les petites voitures entre guillemets d'entrée de gamme du groupe ont vocation à être produites hors de France et que finalement en France on fera du haut de gamme, on fera de l'électrique, du rechargeable simple ou c'est un constat, de l'hybride simple ou rechargeable. C'est un constat auquel de nombreux constructeurs sont déjà arrivés. Mais je vous ferai observer par rapport à ce qui n'est pas mentionné dans votre question mais qui est sous-tendu que, à l'heure où je vous parle, le taux d'utilisation des capacités industrielles en Europe, y compris les capacités françaises, sont à 115%. Ce qui veut dire que nos capacités en Europe occidentale sont totalement saturées au moment où nous sommes en train de discuter de ce sujet. Donc vous voyez que nous avons su saturer nos capacités et effectivement le dialogue que j'ai avec mes partenaires sociaux qui sont d'une excellente maturité et que je salue au passage, c'est de faire en sorte qu'on puisse gérer un équilibre de vie entre l'activité professionnelle et l'activité personnelle qui soit sain, et c'est ce que nous cherchons à faire, mais nous avons une utilisation de nos capacités qui est extrêmement importante et qui nous met parfaitement à l'aise sur le fait que pour les véhicules qui sont très contraints en prix de vente, parce que c'est la demande des clients, nous avons la possibilité d'aller les fabriquer ailleurs. Un mot, j'ai envie de vous en parler. Quand on parlait des marges, c'est intéressant parce que certains disent que, et c'est vrai, les défis auxquels est confrontée l'industrie automobile, ces défis sont considérables. On a évidemment la voiture autonome, la voiture électrique, des changements technologiques qui vont nécessiter encore une fois de lourds investissements. Ça va gréver, malgré tout, il faut le dire, la rentabilité à venir, elle sera plus faible parce qu'il y a tous ces lourds investissements. La réponse qu'on peut apporter à cette question qui est évidemment totalement pertinente, c'est que si vous regardez les produits que nous présentons ici aujourd'hui, donc la grande offensive produits électrifiés du groupe PSA, nous l'avons fait avec des dépenses en recherche, développement et en investissement capacitaire extrêmement contenus, puisque nous avons un taux de dépenses qui est dans la moyenne basse du marché, et pour une raison assez simple, c'est que nous avons une particularité au sein du groupe PSA, c'est que nous sommes capables d'obtenir un rendement de l'argent dépensé qui est supérieur à celui de nos concurrents. Et donc cette capacité que nous avons à obtenir un meilleur rendement de la dépense effectuée en R&D et en CAPEX fait que nous sommes plus efficients. Recherche, développement et investissement. Nous sommes plus efficients que nos concurrents et de ce fait, nous sommes capables d'apporter sur le marché des produits à un niveau de technologie qui est parfaitement compétitif pour un montant dépensé qui est plus faible, ce qui évidemment rejaillit positivement sur la rentabilité et sur la richesse que nous apportons aux différentes parties prenantes, que ce soit nos collaborateurs ou que ce soit nos actionnaires. Alors, il y a une opération intéressante, je voulais vous faire réagir, Carlos Tavares. Renault, Nissan, Mitsubishi qui vient de signer ce vaste accord technologique avec qui? Avec Google. Voir comme ça le premier constructeur mondial qui donne les clés non pas de la voiture, mais du cerveau de la voiture à un GAFA, c'est pas faire rentrer le loup dans la bergerie. La valeur ajoutée future, une partie de cette valeur ajoutée future des voitures viendra de là. Écoutez, c'est une excellente question pour notre concurrent. Décidément, c'est la deuxième. Posez-lui la question, posez-leur la question. Vous en pensez quoi cette question-là, nous, d'abord, on se l'est posée il y a 2 ans. Donc moi, j'ai d'abord été surpris que cette décision ne soit prise que maintenant. Nous, on a pris cette décision-là il y a 2 ans. Deuxièmement, nos équipes font très attention à ce que le pilotage de l'ensemble de ces bases de données soit raisonnablement fragmenté pour que nous en gardions le contrôle et que nous nous portions garant vis-à-vis de nos consommateurs et de nos clients, non seulement de la totale privacité de ces données, du fait qu'elles restent privées et qu'elles restent évidemment totalement sous contrôle de leurs constructeurs. Il y a toujours évidemment un risque.
eh bien, nous avons fait en sorte de fragmenter l'ensemble de ces activités pour que le contrôle sur ces données soit aussi élevé que possible. Et donc effectivement, la question que vous posez, elle mérite d'être posée, mais pas à PSA, parce que nous avons une stratégie différente que nous avons arrêtée il y a 2 ans et nous avons choisi de multiples partenaires pour garder justement le contrôle de l'ensemble du pilotage, de la connectivité de nos véhicules. Alors je vais reformuler un peu la question et un peu différemment, pour le coup vous avez raison. Qu'est-ce que vous répondez, Carlos Tavares, à ceux qui affirment que, on va dire que dans cette bataille de la voiture du futur, que les géants du net, ils ont plus que marqué le point, ils ont peut-être déjà gagné cette bataille. Vous répondez quoi? Vous savez, ce n'est pas nouveau que l'industrie automobile travaille avec des partenaires sous une approche de type intégrateur. Vous savez qu'aujourd'hui, sur un véhicule, on va dire conventionnel, 70% du coût de revient de fabrication du véhicule est composé de pièces achetées. Donc l'industrie automobile, maintenant depuis 50 ans, est une industrie d'intégration du savoir-faire de multiples partenaires. Il n'est donc pas complètement étonnant qu'au lieu d'avoir des partenaires qui fournissent des pièces, il puisse y avoir des partenaires qui vous aident dans l'utilisation de l'ensemble des outils software. C'est vrai, mais je fais un parallèle avec un autre secteur qui n'a rien à voir, mais Amazon avec Toys R Us. Il y a eu ce partenariat il y a quelques années, et aujourd'hui Toys R Us est en faillite et c'est Amazon qui a tout récupéré. Vous voyez le parallèle, il est là en fait. Je vois le parallèle, en tout cas c'est un risque vis-à-vis duquel nous nous sommes affranchis, puisque nous avons gardé une fragmentation très importante. Il est pour Renault ce risque. Je vous invite à leur poser la question. Justement, tiens, c'est intéressant, en bourse, PSA pèse autant que Renault. Il y a 6 mois, Renault avait 10 milliards d'euros d'avance. Est-ce que c'est une victoire qui a une saveur particulière pour vous, Carlos Tavares? Écoutez, c'est en tout cas la traduction d'un certain niveau de confiance de la part des investisseurs dans notre entreprise. D'abord, je veux les remercier parce que ce n'est pas facile dans l'univers actuel de faire confiance à une entreprise automobile avec l'ensemble des défis qui se présentent devant nous. Donc je veux d'abord les remercier pour leur confiance. C'est effectivement une certaine forme de fierté parce que ça veut dire que la valorisation de notre entreprise accompagne la qualité du travail qui est réalisé et les résultats financiers qui sont produits. Et donc je suis heureux qu'il y ait cette cohérence entre les deux. Et évidemment, ceci nous met une saine pression puisque nous comprenons bien que face à cette valorisation qui est l'identique de notre concurrent français qui possède les 43% de Nissan, qui possède les 30% de Mitsubishi, etc. et qui donc, par la taille de ses volumes, est plus de 2 fois plus gros que nous, eh bien nous avons à l'arrivée la même valorisation. Donc c'est une petite victoire. C'est une satisfaction, il faut le reconnaître. Dernière question, on est sur Boursorama évidemment, le cours de bourse de PSA qui gagne 30% depuis le début de l'année, ce n'est pas le cas de Renault, 120% sur 5 ans. Est-ce que PSA en a encore sous le pied ou est-ce qu'on se dit voilà, désormais PSA c'est bien valorisé? PSA est une entreprise qui ne cesse jamais de chercher à repousser ses limites. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt de notre travail. Ce qui fait l'intérêt de notre travail et l'intérêt du management de cette entreprise, c'est que nous avons affaire à des sportifs qui ont de l'espace de respiration à l'intérieur de l'entreprise pour exprimer leur créativité, pour donner libre cours à leur imagination, comme ce magnifique concept car Peugeot e-Legend, comme l'ensemble des technologies électrifiées que nous avons aujourd'hui ici au Mondial. Eh bien, c'est cette respiration créative que nous devons continuer à canaliser. Donc il y a encore du potentiel, pardon, d'être très terre à terre. Il y a du potentiel encore sur le cours Nous sommes loin de l'excellence opérationnelle. Et donc de ce point de vue-là, nous avons encore beaucoup de grains à moudre. Nous sommes très heureux parce que chaque fois que nous avons un problème, nous avons immédiatement trouvé une nouvelle opportunité pour progresser. C'est ça qui nous anime. C'est une approche sportive où nous cherchons systématiquement à nous améliorer et nous nous nourrissons de nos propres échecs. Nous nous nourrissons de notre propre frustration pour chercher à nous améliorer un peu plus chaque jour. C'est ça l'état d'esprit de PSA et c'est ça peut-être l'ADN de PSA, en tout cas du nouveau PSA. Voilà, on finit là-dessus. Donc le cours boursier, il est encore un peu sous le pied, vous écoutez, vous n'arrivez pas à le dire, mais vous le pensez au fond de vous. C'est pas moi qui décide, c'est les investisseurs qui décident. Bon, merci d'avoir été avec nous. Donc merci Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, qui était donc l'invité de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis le Mondial de l'Auto. Merci. Merci, à bientôt.